Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue en Top sur Top, votre émission de débat ping sur l'actualité professionnelle. Et moi je suis comme de coutume avec Damien Laterne. Salut Damien, comment ça va? Est-ce que tu es bien rentré dans ton Singapour Smash? Bah écoute, j'espère. En tout cas, ça me hype. Premier gros tournoi de la saison. Bah, on espère en faire une petite preview sympatoche. Et oui, comme tu l'as dit, le Smash de Singapour, premier Smash de la saison, a commencé jeudi. Et depuis 2 jours maintenant, on met le réveil assez tôt, vers 5h du mat, pour regarder les matchs de nos Françaises en qualification. Je dis bien françaises, car aucun homme n'est sur la liste des qualifs, puisque le quota de joueurs par nation est pour la seconde fois déjà atteint par les Bleus dans le tableau principal uniquement, avec donc Félix Lebrun, son frère Alexis, Simon Gauzy, Flavien Coton, Thibaut Porret et Lilian Bardet. Donc ce premier tournoi aussi prestigieux de l'année sera celui de tous les défis pour nos 7 à 10 Français avec Jian Wan chez les femmes et potentiellement 3 qualifiés. Malheureusement, c'est pas entre 8 et 11 avec le forfait de Pritika Pavad dû à une blessure. Donc au niveau des qualifiés, on pourrait avoir, on l'espère, pour avoir Camille Lutz qui est déjà au 3e tour de qualification, donc il y a un match de la qualif pour le tableau principal, et potentiellement Audrey Zarif et Léana Auchard qui sont elles à 2 matchs de leur premier tableau principal en grand smash. Donc le tirage au sort a aussi été réalisé en début de journée. Félix affrontera Edouard Ionescu pour son premier match, Alexis devra se frotter à Feng Yixing. Tirage pas facile quand même, on va l'analyser dans le podcast évidemment. Pour Simon, ce sera un peu plus facile. L'Australien Nicolas Lum, ce sera Yuki Yaouda pour Thibaut Porret, et un autre choc encore pour nos Français, pour Flavien Coton contre Bénédicte Douda. Puis Lilian Bardet affrontera aussi Lin Yunyu, tandis que Jian Wan, pour l'instant seule représentante française dans le tableau simple féminin, jouera contre Yang. Du côté du double homme, notre seul paire qui jouera le premier tour, qu'on peut assimiler à un tour de barrage parce que notre père Lebrun est exempté en tant que tête de série. La paire d'Or Borasso qui fait son retour en compétition, même s'ils ont déjà joué le Star de Chennai, ça s'inscrit encore dans le retour. Affronteront au premier tour la paire taïwanaise Ko Guan Hong Finishing. Donc en attendant encore une fois la potentielle qualif de Camille Lutz, Audrey Zarif et Léana Auchard, on aura encore quelques chocs à voir, quelques chocs internationaux dès le premier tour. Ayata Takahashi ou encore Miyu Chiara, Adriana Diaz dans le tableau féminin. Et chez les hommes, on aura aussi pas mal de belles rencontres, de matchs de gala. Yang Woo-jin Wenribo, Chen Jun-sung Yarimoto, ou encore chez nos Français, comme j'ai dit tout à l'heure, Thibaut et Flavien qui iront essayer de battre Ouda et Douda. Alors Damien, est-ce que tu attends ce tournoi? Est-ce que tu as hâte que le tableau principal démarre pour ce premier gros, même j'ai envie de dire énorme tournoi de la saison? Et surtout, on va voir ta réponse, mais pour moi, c'est aussi le premier tournoi avec les numéros mondiaux de l'année. Oui, parce que malheureusement, on avait toujours eu un peu la petite déception pour le premier Champions à Doha, avec l'absence de Wang Chuxin, l'absence aussi chez les filles d'une Su Ningxia. Donc là, au moins, on a vraiment les 2 têtes d'affiche du ping mondial présents, et c'est toujours sympa. En plus, 2 qui ont gagné la Coupe d'Asie précédemment, donc en plus deux joueurs et joueuses en forme. Et puis pour nos Français, pour nos petits Frenchies, ces premiers gros tournois, alors il y a eu le top 16 auparavant, mais ces premiers gros tournois où vraiment ils vont se confronter à l'international, c'est ce que j'ai envie de dire. En plus, pour le coup, le tableau français, hormis peut-être pour Simon Gauzy, pour Félix, les premiers tours sont pas si simples que ça. Franchement, je suis hypé par ce tournoi. Surtout qu'en plus, c'est vrai que, comme je disais, c'est Singapour Smash. Il y a quand même beaucoup d'engouement sur ce tournoi. Il y a beaucoup bien sûr, vu la population, beaucoup de Chinois. Donc les joueurs chinois vont être fortement encouragés. Et puis c'est un tournoi toujours sympa pour démarrer la saison. Tu le disais, il y a beaucoup d'enjeux. Et évidemment, moi, ce dont j'ai envie de parler, on le sait, on attend toujours Félix parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc on a envie qu'il remporte tous ses matchs, qu'il aille chercher les tournois, et encore plus qu'il aille chercher son premier grand smash. Mais moi, surtout, ce que j'attends sur ce tournoi, ça va être en
même si c'est peut-être pas celui qu'on a j'ai pas envie de dire le plus envie de voir, mais c'est pas forcément celui qu'on attend le plus au tournant, parce que c'est pas celui qui est le plus exposé au vu de son niveau de jeu actuel et de son classement mondial, mais c'est Lilian Bardet, parce que j'attends la perf de Lilian, j'attends le bon tournoi, tout simplement, parce qu'en fait, c'est peut-être un peu dur dans les mots, mais depuis l'US Match, il n'y a pas eu un bon tournoi de Lilian. Il y a une période sur septembre-octobre où il perd tous ses matchs, mais il les perd d'un rien. Et on se dit, finalement, enfin, moi je reprenais une expression un peu qui nous vient du rugby, du monde de l'Ovalie, en me disant, c'est des défaites encourageantes. Je me souviens notamment d'une défaite contre Francisca, je crois 11-9 ou 11-8 à la belle ou quelque chose comme ça, ou même dans les sets d'avant, il est pas loin de l'accrocher, de prendre 3-0, 3-1. Il perd à Montpellier contre Simon, pareil 3-1, par contre c'est très serré. Et je me dis, c'est très prometteur, il va pouvoir aller chercher une belle... Excuse-moi, voilà. Ça tombera pas plus bas, je suis désolé pour nos auditeurs. Voilà, donc je reprends sur Lilian, je disais donc c'était prometteur, on avait envie de le voir sur les tournois qui allaient suivre, on avait envie de se dire il va pouvoir faire une petite paire, aller chercher des joueurs de son classement actuel ou un peu en dessous, aller avancer dans les tours sur des contenders, star contenders. C'est compliqué, il y a eu très peu de victoires. En pro, c'est pareil, c'est assez poussif. Faut quand même se dire que l'US Match, donc ses points arrivent à expiration maintenant dans moins de 5 mois. Parce que mine de rien, ça passe vite, une année. Et même si tout est relatif, ça fait quand même 7 mois. Parce qu'il n'a pas fait grand chose, comme je dis. Enfin, c'est triste à dire, c'est un constat peut-être un peu fataliste. Mais Lilian, moi j'ai adoré son US Match. En plus, personnellement, moi l'US Match, j'ai vécu à fond, j'ai pas loupé un match. Lilian, c'est un style de jeu qui ressemble un peu au mien. Donc ça me touche peut-être un peu plus qu'un autre joueur quand il fait une belle paire. Maintenant, faut être réaliste. Il n'y a rien. Donc vraiment, pour moi, c'est un tournoi un des premiers défis, c'est celui de Lilian, d'aller chercher quelque chose. Parce que j'espère qu'il sera galvanisé par le fait que ce soit un smash, par le prestige du tournoi, qu'il soit à Singapour, qu'il entre dans le tableau principal, comme sur les deux derniers, en Chine et en Suède. Donc voilà, moi j'espère un grand Lilian. Aussi deux autres défis, enfin 3 autres défis j'ai envie de dire, c'est Alexis, première grosse compétition où il va pouvoir jouer à fond après son retour de blessure, parce que hormis le top 16 et les finals, il n'y a pas eu de grosse compétition, et encore le top 16 c'est une grosse compétition au niveau européen uniquement, et les finals, c'est très court. Il n'y a que 16 joueurs, tu perds au deuxième match, tu fais déjà une énorme perf, tu peux perdre au premier match et être content de ton tournoi. Donc voilà, moi j'ai envie de le voir là sur ce tournoi-là qui démarre à partir des 64e de finale, enfin des 32e de finale, pardon. Et voilà, de voir un grand Alexis, parce que c'était pas dingue sur les derniers smash sur les derniers smash, parce qu'il revient de blessure, il a pas pu faire l'Europe smash, enfin voilà. Donc j'ai envie que ce smash ce soit son retour au meilleur niveau sur le circuit international avec tous les meilleurs joueurs du monde avec lui. Et puis après, Damien, je vais te laisser en parler par rapport aux rencontres respectives et au match-up. Comme t'aimes bien en parler, je sais que t'aimes bien le terme match-up, mais Oui. Thibaut face à Yuki Aouda et Flavien contre Bénédicte Douda, ça promet. Et puis Lilian, j'ai fait une longue tirade sur Lilian. Par contre, ça va être très compliqué. Il se mange encore un tirage pas très clément face à Li Niu dès le premier tour, mais bon. On se souvient que sa perf partait d'une victoire contre le numéro 7 mondial à l'époque, Liang Jingkun, et qu'aujourd'hui Li Niu est 8e mondial. Peut-être un signe, je sais pas. Ouais, même si les deux joueurs sont quand même très différents. Liang Jingkun est plutôt dans la filière d'Ilian, donc on a eu beaucoup de bagarres un petit peu sur le top, et donc d'une certaine manière une bataille de puissance où Lilian a été un peu plus constant. Là, Lionju, on va rentrer dans des terrains de jeu que va moins apprécier Lilian. C'est sa faculté, on sait, de Lionju à flipper revers sur toutes les balles courtes qui existent, même partie coup droit, et c'est pas des flips très gentils.
Donc déjà, pour Lilian, si ça sert court, il va falloir très bien servir court. Donc il va falloir engager des rallyes, donc il va falloir jouer long, il va falloir jouer, on va dire, sur des filières pour exploiter un petit peu cette puissance. La chose, c'est que Lionju, on l'a vu lors du Champions de Doha. Physiquement, ça a l'air d'être mieux. Il a retrouvé du mieux en tout cas sur sa ligne de sol, aussi sur son jeu au coup droit. Et je suis pas très confiant pour Lilian. On va pas se mentir. Je suis un tout petit peu plus. J'ai un tout petit peu plus d'espoir pour Thibaut Porret. Je trouve que, en tout cas, sur Chennai, j'ai eu comme tu as dit, le Lilian du Champions de Doha. Faut jamais être défaitiste et partir sur le principe que un joueur va perdre avant même d'avoir vu le match dans le sport en général. Mais ça s'annonce très compliqué si c'est le Lilian de Doha. Bah complètement. Donc c'est vrai que je suis pas confiant, mais encore une fois, je suis peut-être un peu défaitiste dans l'âme. Maintenant, sur les autres Français, tout le monde a leur carte. Bon, bien sûr, Félix et Simon, que ce soit Edouard Ionescu, qui est globalement un joueur que Félix maîtrise bien, même si encore une fois, on va reprendre dans le sens inverse. Faut sous-estimer personne. J'estime quand même que Félix a atteint. Oui, voilà, mais Félix a atteint un niveau de jeu quand même maintenant qui nous permet de penser que, voilà, sur des événements comme le match à Singapour et ce qu'il a quand même montré par séquence au top 16, c'est quand même bien supérieur à Edouard Ionescu. Et puis pour Simon Gauzy, Nicolas Sloum, là aussi, je pense que c'est pas un joueur qui a une panel de jeu qui peut vraiment l'inquiéter, à l'image d'un Manaf Takar, par exemple, qui est un joueur qui est hyper agressif, tout le temps proche de la table. Nicolas Sloum, c'est un joueur quand même relativement sans point fort. Donc là, pareil, Simon, il va mettre en avant sa régularité, sa capacité à jouer loin de la table, sa créativité aussi. Donc là, pareil. Mais les matchs les plus intéressants, j'ai presque envie de dire que c'est pour nos jeunes Frenchies, c'est pour notre top 30, nos nouveaux top 30, que ce soit Flavien Coton et Thibaut Porret, parce que là, on est sur des chocs. Alors, peut-être que Flavien, on est un peu sur la position d'outsider face à Benik Douda, mais j'aimerais bien voir Flavien contre un top joueur gaucher, pour voir un petit peu comment, sur les schémas de coup droit contre vert, il peut s'en sortir contre Douda. À voir. En tout cas, moi, je suis plutôt hypé par ce match. Et puis aussi, un Thibaut Porret-Houda, là, c'est vraiment le choc pour moi, c'est le choc des inverses. On a un joueur Houda qui est un joueur quasi exclusivement coup droit. C'est quelqu'un qui pivote dans tous les sens pour vraiment atteindre ce coup droit. Et Thibaut est un joueur quand même relativement plus à l'aise quand il est loin de la table en revers. Et en coup droit, plutôt, il aime bien plutôt se rapprocher de la table pour flipper ou pour être un petit peu plus sur attendre le rebond moins attendre le rebond et jouer un petit peu plus proche de la table. Donc là, ça va être un match un petit peu quel est un peu le style qui va le mieux se convenir. Donc j'aime bien cette opposition. Surtout que moi, j'ai vraiment été content des progrès qu'a fait. En tout cas, moi, j'ai ressenti des progrès à Chennai pour Thibaut Porret, notamment sur son match face à Flavien Coton. J'ai trouvé que vraiment, même dans la partie coup droit, il est un tout petit peu moins neutre, un petit peu moins passif. Voilà. Donc, franchement, j'aime bien. En plus, Thibaut, on sait que via son service rentrant, il a beaucoup de schémas de jeu. Donc, ça peut être intéressant entre l'attaque totale d'Houda et un joueur un tout petit peu plus de construction comme Thibaut. Puis on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais même par exemple chez les femmes, je trouve que Jianan sur le tableau, en parlant pas des qualifiés, parce que pour l'instant on ne sait pas à l'heure où on enregistre ce podcast si on aura 2, 3 ou 4 françaises, mais en tout cas Jianan qui, je trouve, a une partie de tableau pas inintéressant. En tout cas, je trouve quand même que Jiao Yang, par exemple, je pense que c'est largement possible pour Jianan de gagner. Puis après, ça peut être la vainqueur de Lionel contre Nagasaki. Bon, Nagasaki quand même est sur une très bonne lancée, mais on n'est pas sur les deux monstres ou sur le top 5 mondial. Je pense quand même que Jianan, vu les prestations qu'elle a offert au top 16, Nagasaki, c'est très solide. Ouais, c'est très solide, mais je pense quand même que pour une Jianan, on sait, avec son soft en coup droit, c'est quand même des styles de jeu qui peuvent un petit peu décontenancer. J'ai pas en tête des matchs entre Mia Nagasaki et Jianan, c'est que je me trompe, mais en tout cas, voilà, pareil. Il y a
On va expliquer peut-être en détail par rapport à Félix Lebrun, parce que on pense quand même que Félix et Alexis, chez les hommes, et tout genre confondu, sont ceux qui ont le plus de possibilités d'aller loin. On sait que Félix et Alexis, ce qu'ils attendent à partir des 8e, c'est très très relevé. Pardon, excuse-moi. Ouais, je voulais juste dire un dernier mot sur Lilian, parce que j'en ai quand même parlé longtemps, juste pour conclure rapidement. Ouais, pour Lilian, ce que je disais parce que tu en as pas mal parlé, c'est qu'il se fait quand même rattraper par Joey Seyfried, 48e mondial maintenant. Lilian a perdu 6 places et 49e depuis la dernière mise à jour du classement. Donc il a perdu sa place parmi les 6 meilleurs français. Et même si l'US Match, c'est dans 5 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin dans 5 mois, un peu moins d'ailleurs, on est plus proche des 4 que des 5 mois, va falloir qu'il commence à se manier pour conserver sa place parmi les 6 premiers français et pour ne pas la céder à Joey Seyfried pour le prochain Grand Smash. Ou à Léo Denodrez d'ailleurs. Oui, aussi. Mais oui, je te laisse continuer sur Alexis et Félix, nos plus grandes chances de titre, voire de médailles, comme on est en période de JO d'hiver, Singapour Smash. Bien sûr. Malgré les tirages, comme je disais, pas simples pour ces 2 jours-là, on rappelle très clairement, Alexis, si bien sûr il n'y a pas de surprise, si Alexis tient son rang sur l'ensemble des matchs, que ce soit face à Fanny Lizine, face à normalement Patrick Francisca, il y a un potentiel 8e de finale contre Tomokazu Harimoto. On va pas représenter Tomokazu Harimoto, je pense que les gens le connaissent très bien. Il y a eu le dernier match, c'était quand même un match épique à Montpellier. Je pense qu'Harimoto, il n'a pas oublié ce match, lui qui est compétiteur dans l'âme. Donc pareil, là c'est un 8e de finale qui est compliqué, et si normalement si les probabilités fonctionnent et que globalement le classement mondial a toujours raison, Félix, ce qui lui attend en 8e de finale, c'est Benik Douda. Alors certes, Douda, en ce moment, on peut pas dire non plus que c'est l'ennemi juré ou la bête noire absolue, mais c'est un joueur quand même qui à chaque fois pose des problèmes à Félix. C'est un gaucher qui est très bon dans le petit jeu, qui a des schémas au service qui peut gêner de temps en temps Félix sur ses remises de service. Donc pareil, c'est un match qui est pas simple. En plus en quart, si bat Douda déjà en quart, il affronterait un joueur quand même comme Lee Chinong. J'ai l'impression que le cercle Twitter est en train de le condamner, avec ses performances un peu en baisse. Bon, ça reste quand même un top joueur. Et puis forcément, il va affronter un top joueur en 8e, en quart, et je préfère 1000 fois Lin Chidong. Il y a Trolls ou un peut-être Sho, un Wang Shuxin, même un Sora actuellement. Un Harimoto, je pense que Lin Chidong va causer moins de problèmes qu'un Harimoto, qu'un Lin Yu, même qu'un Alexis, tu vois. Pour moi, entre les 7 autres têtes de série, c'est un bon tirage pour un 8e. Bien sûr, pour un quart, ouais. Oui, exactement. C'est vrai que quand je dis ça, il est encore pour l'instant. Il est 3e mondial encore, il a pas complètement reculé, il a perdu ses points du Singapour ce match, donc c'est pour ça qu'il a reculé vis-à-vis du Hugo Caderano. Mais je continue à penser que c'est un joueur de très 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 haut standing qui est dans une période un peu de moins bien. Mais oui, en tout cas c'est des tableaux qui sont intéressants côté français parce que d'une certaine manière ils ont leur chance s'ils font une perf. Encore une fois, si Félix fait encore une perf contre un Lee Chinong potentiellement en quart, on aurait la confrontation avec Wang Shuxin. Et c'est toujours un affrontement que j'aimerais voir. Ça serait un affrontement que j'aimerais voir parce que on a quand même cette impression, on sait qu'aujourd'hui, Fan Zedong est loin du circuit. Aujourd'hui, le némésis du circuit, c'est Wang Shuxin. Donc, on a toujours envie, en plus sur des matchs en 4 matchs à partir des quarts, ou en tout cas à partir des quarts. Donc pour un demi-finale, on a envie de voir vraiment 2 joueurs en plus qui ont des styles de jeu assez différents, un droitier, un gaucher, pas les mêmes prises, etc. Donc on espère on va dire, même si on aime les surprises, on n'espère pas que les surprises arrivent contre les Français, mais s'il n'y a pas de surprise, on aimerait voir ce match-là. J'aimerais le voir en tout cas de mes yeux parce que je trouve que Félix a vraiment franchi un cap depuis 2-3 mois dans son jeu, physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, des joueurs comme Wang Shuxin, et j'espère que ce sera le cas et qu'il y aura ce match, le prouvent.
Ouais, parce que tu vois, comme je l'avais dit quand on avait fait l'interview, Wang Chuqin, finalement, c'est le dernier joueur dont il a pas, enfin, pour qui il n'a pas trouvé la solution pour gagner face à lui. C'est vraiment l'ultime, parce que Félix, on va pas non plus en faire des caisses, c'est un très bon joueur, un des meilleurs joueurs du monde, mais enfin, tout est relatif dans les deux sens. Il est entre guillemets que 6e mondial, mais c'est aussi énorme. Enfin voilà, vous le savez aussi bien que nous. Mais ce que je veux dire, c'est que le dernier qui n'a pas encore battu et qui ne sait pas encore battre dans les meilleurs joueurs mondiaux, c'est Wang Chuqin. Et moi, j'avais l'impression qu'à l'US Match, même si forcément Wang Chuqin a élevé son niveau de jeu entre l'US Match et le China Smash, enfin, dans ce moment, il avait l'air en moins de bonne disposition. Bah, j'ai l'impression qu'à l'US Match, il manquait vraiment pas grand chose. C'est plus une impression parce que ça termine à 11-9 à la belle. Mais donc, moi, c'est le match que j'attends à chaque gros tournoi. Félix Wang Chuqin, c'est vraiment le match que j'espère voir par excellence, le match que j'ai envie de voir. Et après, après Wang Chuqin, c'est la finale, et la finale, pourquoi pas une finale contre Alexis finalement, parce que Alexis, je trouve que Phoenix et Alexis finalement ont la chance, mais tombent sur les bons joueurs pour leur partie. Notamment Alexis en demi pourrait tomber sur Trolls, Darko, Donchu, Calderano. Voilà, donc ces 4 joueurs-là. Et là, c'est des joueurs face à qui je dirais pas qu'il y a des facilités, mais il n'est pas forcément en difficulté. Il n'y a pas de chinois pour lui, tu vois. Dans la partie de tableau, il n'y a pas de chinois forcément très fort. Au pire, pour moi, le pire du pire dans sa partie de tableau, et quand je dis dans sa partie de tableau, c'est vraiment sa demi-partie de tableau, ce serait le quart, si je ne me trompe pas, ouais, le quart contre Li Miu ou Changpei. Et là, ce serait vraiment compliqué. Bon, enfin, ça pourrait être compliqué pour Alexis. Pour moi, c'est le seul match qui pourrait, qui serait pas à sa portée avant la finale. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien au niveau des Français. Oui, et encore Jiang Peng, très bon joueur, mais pas un prenable pour le Alexis du top 16 par exemple. C'est peut-être même limite, j'espère, plus Jiang Peng que Li Yongju pour Alexis, même si la dernière confrontation a été une victoire sans difficulté, mais c'était un Li Yongju qui était pas au meilleur niveau. On va plutôt s'étalonner sur ce qu'il avait montré à Doha. C'est pas un affrontement simple. Encore une fois, il faut qu'il passe ces tours-là, on répète. Déjà, rien que le premier tour, Feng Yizin, il y aura quand même un match tactique à la clé, parce que je pense que Feng, avec son petit jeu, avec sa capacité aussi à endormir un petit peu, à ralentir un petit peu le rythme, on va voir si Alexis va être capable de prendre le jeu à son compte et justement à dicter un peu son tempo. Mais oui, Alexis, là, il y a un 3e tour déjà contre Harimoto, enfin un 8e de finale, et puis c'est vrai que c'est pas un tableau. Il y a des gros joueurs, mais il n'est pas dans la partie de tableau, oui, où on peut dire bon bah il a un 8e contre Wang Chuqin. C'est les joueurs qu'il a su battre ou qu'il a une possibilité de battre parce qu'il n'y a pas un delta de niveau énorme. Donc oui, c'est vrai on parle beaucoup de Félix et ce que j'espère de Félix, mais c'est vrai que Alexis, si bien sûr il tient son rang et qu'il arrive à battre un 8e à Harimoto, là on peut commencer à être à avoir je sais pas, une bonne vibe. Voilà, c'est un peu un match qui pourrait être clé. Après, on le répète, Tomokazu Harimoto, il affronte Chen Junsung, pardon, le joueur chinois, qui avait fait un Chinese match incroyable dernièrement. Donc, joueur atypique, avec aussi un revêtement atypique en revers. Ça avait déjà été compliqué au Chinese match avec une élimination contre ce joueur-là pour Harimoto. Donc là, pareil, Harimoto, il va falloir aussi, pour lui, prendre une certaine revanche. J'ai presque l'impression que les 2 grosses têtes d'affiche, pour moi, qui ont des parcours relativement ouverts, pour moi, c'est Higo Calderano et Truls Morgar. Pour moi, Higo Calderano et Truls Morgar ont quand même des parties de tableau, je trouve, relativement faciles et un affrontement potentiel en plus entre eux en quart de finale.
Mais avant l'écart, globalement, je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises pour ces deux joueurs-là. Ah ouais, c'est super ouvert. J'avais pas fait gaffe, là je suis en train de le regarder. Oh, le tableau de Truls est qualifié. Après c'est soit grosse, soit une wildcard. Et après le pire du pire, c'est Dangcho. Oui. Ok. Et puis après ce serait Hugo. Et là on aura notre match de gala. Mais ouais, Chen Johnson, t'en parlais. C'est peut-être ce qui me fait le plus peur finalement dans la partie de tableau d'Alexis, parce que tu as dit, il a fait un super China match. Au Start de Doha, il perd à la belle de justesse il fait un super run, au China Smash. En plus, à Doha, il bat Flavien 3-0 sur la revanche China Smash. Il est pas loin de battre Anderson. Moi, vraiment, ce qui me fait peur dans sa partie de tableau, c'est peut-être Chen Junfeng, mais on n'est pas loin d'une voie royale pour Alexis finalement, j'ai envie de dire. Et le dernier, dont on n'a pas vraiment évoqué son cas en détail, c'est Simon. Oui. Tu l'as dit, premier tour qui va s'annoncer assez facile face à Nicolas Slum. Après, on enchaîne avec Annie Yoon et puis potentiellement Lin Chilong. Oui. Là, on va dire que pour Simon, tout est jouable, mais enfin, tout est jouable, bien sûr, mis à part le premier tour, mais c'est jouable. Mais un Genyun au deuxième tour, c'est pas cadeau non plus. C'est un joueur qui aime bien, qui est assez complet, coup droit revers, qui aime bien un petit peu, là aussi, un petit peu changer le rythme. De temps en temps, jouer sur du jeu très rapide, puis d'un seul coup, s'éloigner de la table et être un peu dans du jeu de patience. C'est pas un deuxième tour simple quand même pour Simon. Parce que, encore une fois, Simon, les difficultés qu'on a pu voir, c'est face à des joueurs qui peuvent des fois, de temps en temps, être très proches de la table et l'obliger un petit peu à être toujours à contre-temps. Viser aussi un peu son coup droit, etc. Un Genyun, encore une fois, c'est pas un joueur qui a des grosses qualités, mais c'est un gros cerveau, c'est un joueur qui est très fort dans le petit jeu. Donc là, pareil, si Simon passe un Genyun, c'est que vraiment il est bien dans ce tournoi. Et puis après, les Chinon, la dernière confrontation en tête, c'est le Ross match, et à le Ross match, on était quand même vraiment pas loin, et c'était quand même un très bon Lee Chin-Dong à ce moment-là quand même sur le Ross match. On n'était pas loin de voir Simon le taper. Donc là, pareil, ouais. C'est pas simple, mais il y a des possibilités. Encore une fois, le circuit il est dense. Donc rien d'impossible aussi pour Simon. Après, c'est clair que après, ça serait peut-être, on l'espère, en quart Félix. Là, on rentrerait déjà dans une opposition très compliquée pour Alexis, pour Simon, excusez-moi. Mais il y a des possibilités. Là encore, tout dépendra de sa forme à lui, de comment un Genyun va s'il passe sur ce deuxième tour, va opérer au niveau stratégique. Est-ce qu'il va rester dans un jeu passif, être loin de la table, être un petit peu dans un aspect de showman, ou au contraire être ultra agressif proche de la table? Ça peut être un match intéressant. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est un de mes matchs un peu chouchou. Et j'en parlerai aussi, peut-être aussi d'un potentiel Togami Wang Choo-kin aussi, que j'aimerais bien voir aussi. Ouais, Togami Wang Choo-Shin, c'est dès le deuxième tour, c'est ça hein? Ouais, Wang Choo-Kin, Shunosuke Togami, ça serait sur le round of 32, donc voilà donc le deuxième tour. Franchement, j'aimerais voir ce match parce que je pense qu'il y a un joueur chez les Japonais hors Harimoto qui est capable sur 3 manches de faire mal à Wang Choo-Kin. C'est peut-être un joueur type Togami, et j'aimerais voir ce match, par exemple. Ouais, et puis comme je l'ai dit en intro, on aura aussi pas mal d'autres oppositions intéressantes, moi que j'ai envie de voir dès le premier tour, que ce soit le Hayata Takahashi. Oui. Ça, par exemple, ça m'intéresse, surtout qu'Hayata est en train de régresser dans la hiérarchie des japonaises, et puis de série numéro 10, Wen Weibo, Yang Woo-jin. Oui. Ça m'intéresse. Franchement, quand on voit
le niveau qu'a produit Yang Woo-jin sur le premier Champions de l'année à Doha, puis le niveau de Wenrubo justement un tournoi après au Star Contender de Doha et au Contender de Mascate, ça va peut-être être entre guillemets l'opposition entre les deux joueurs frissons de ce début de saison sur le circuit WTT. Oui. Et puis ça a frappé fort. Ça a frappé très fort les deux. Là, on a quand même deux coups droits assez monstrueux quand même là. Même si j'ai ma préférence pour Yang Woo-jin personnellement, mais je dois avouer quand même qu'avec Wenrubo, ça peut être je pense que là, ça serait bien de voir les vitesses ou en tout cas les rotations ou bref des données sur ces matchs-là de la réalisation parce que je pense ça peut être très intéressant. On aura aussi un Offshore of Wonderskin qui promet. Même si un petit peu moins. Il l'avait battu facilement au top 16 il y a pas si longtemps. Kanakjat Pukar aussi. Finalement, je trouve qu'on a pas mal de matchs soit équilibrés, soit avec énormément d'écart de niveau. On n'a pas de match où on se dit un tel est un peu favori. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire sur les premiers tours. Ouais, parmi les joueurs, on va dire, hors top 5-6 mondial, hormis cela, ouais, il y a pas mal de matchs, on va dire, de curiosité. Par exemple, la curiosité chinoise chez les hommes, Wang Yuzheng, par exemple, qui affronte un joueur comme Takar, voir un petit peu comment Wang Yuzheng arrive à gérer des joueurs comme Takar qui sont ultra agressifs à la table. Il y a aussi des matchs au premier tour. Oui, c'est sympa. Le Hiroto Shinuzoka contre Lee Chinong. Là, pareil, on est vraiment sur deux styles très différents. Un joueur à dominance coup droit, un joueur à dominance revers en Lee Chinong et un joueur coup droit comme Hiroto Shinuzoka. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres WTT ce match, en tout cas pour moi sur la partie haute du tableau, il y a des matchs vraiment sympas. En tout cas que j'ai envie de voir et surtout des combats de style, même un Flavien Coton-Douda. Ça, c'est des matchs que j'ai envie de voir parce que je trouve que c'est deux joueurs qui ont des approches de jeu relativement similaires, mais pas du tout avec les mêmes armes. Donc pareil, c'est pas des joueurs qui vont privilégier des points highlights, mais c'est des joueurs qui aiment bien marquer des points en 2-3 coups. Avec en plus des approches au service où ils aiment bien un peu viser les points faibles de l'adversaire, donc ça peut être un match aussi assez tactique de manière intéressante et bref ouais. Et puis chez les femmes je regardais un petit peu si les oppositions, il y a une Wang Yidi Shu Genui par exemple que j'aime beaucoup, l'opposition pour un premier tour. Je trouve que c'est franchement sympa comme premier tour. Je m'attendais pas à ce qu'on pouvait avoir des premiers tours de cette qualité là. Donc ouais, et puis même par exemple pour peut-être pas des joueuses, on va dire Koiman, classées. Kaufman, Koiman aussi. Ça exact. Ouais. Même si je pense que Koiman est quand même vraiment quand même largement favori. Mais par exemple, j'ai envie de voir la wildcard de Miyu Kihara que je voyais souvent un peu dans les circuits secondaires, en tout cas dans les circuits feeder et contender, que j'aime beaucoup cette joueuse, qui a beaucoup de potentiel et qui affronte une joueuse qu'on sait vraiment ultra spectaculaire en Adriana Diaz par exemple. Ça, c'est des matchs de premier tour qui sont à voir. Pas forcément les meilleures joueuses du monde, mais des joueuses de ping, je trouve, qui sont intéressantes à regarder et qui surtout promettent des matchs assez serrés. Donc non, ouais, par rapport à d'autres premiers tours qu'on a pu avoir, par exemple sur certains Champions où avec les forfaits on avait des matchs un peu soit faciles, soit pas très intéressants. On va dire que pour un match, donc il y a plus de joueurs, je trouve qu'il y a quand même des matchs à regarder dès le premier tour et tout en préservant quand même un petit peu les grosses têtes de série. Donc ça promet, je pense aussi pour les huitièmes de finale par exemple, je pense qu'il y aura déjà des matchs très très hauts en termes de niveau. Non, et puis moi, même si on en a forcément moins parlé, comme on s'intéresse plus au tableau masculin, comme on a six Français qualifiés et seulement pour l'instant une seule chez les femmes, ce qui m'intéresse, il y a quelque chose qui me tape un peu à l'œil, c'est le parcours potentiel de Sabine Winter. Premier match contre une qualifiée, et on sait que c'est compliqué de s'adapter à son anti-top, encore plus, je pense, pour un joueur d'un niveau moindre. Match d'après, soit
l'Australienne Myungji, soit Fuyu. Bon, on semble se diriger vers une rencontre face à Fuyu, et Fuyu, c'est pas non plus un foudre de guerre. Puis après, en quart de finale, ce serait, enfin, en huitième plutôt d'ailleurs, en huitième, ce serait Zhu Yuling. Zhu Yuling qui avait joué en 32e de finale de l'US Match, au moment où il n'était pas encore dans son état de grâce. Là, elle vient de remporter le top 16, donc ce qui au moins nous montre que son niveau n'était pas éphémère, tu vois. C'est un niveau qu'elle arrive à tenir, elle arrive à être régulière. Donc moi j'ai envie de voir justement cette nouvelle rencontre face à Zhu Yuling. Zhu Yuling qui était pas loin de perdre c'était à Doha contre la défenseuse non, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, le nom de la défenseuse contre qui elle a failli perdre à Doha, Damien. Ying Han. Non, japonaise. Ah, japonaise, mince. J'ai plus en tête. Attends. Contre Hitomi Sato. Oui. Ouais, Hitomi Sato. Contre Hitomi Sato menait 2-0. Donc on sait qu'une joueuse comme ça avec pas mal de variations, comme Sabine, peut lui causer des problèmes. Elle lui a quand même déjà pris un set à l'US Match, alors qu'elle n'était pas à son meilleur niveau. On le sait, on voit ce qu'elle a produit à Francfort, à Montpellier ou là plus récemment au top 16. Donc j'ai hâte de voir potentiellement cette rencontre, sachant que Zhu Yuling va déjà jouer face à Manika Batra au premier tour. Une Manika Batra qui lui a causé pas mal de soucis dernièrement. Enfin non, qui lui a causé des soucis. Face à qui c'est pas. Moi je trouve que c'est pas non plus. Qu'elle se balade pas face à elle, même si elle a remporté sa rencontre 3-0. Je trouve qu'elle se balade pas quand je regarde les rencontres. J'avais l'impression que contre Hitomi Sato, elle s'agaçait un peu. Alors que contre Manika Batra, elle était plus relâchée. Par contre, elle a commencé à s'agacer un peu contre Hitomi Sato. Elle s'est relâchée après la perte des 2 premiers sets. Mais ça aurait pu tourner au vinaigre pour elle. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir cette rencontre. En plus, ce qui est finalement le petit pourcentage de chance entre guillemets dans le tirage, même si c'est toujours compliqué quand on voit le niveau des asiatiques contre qui les européennes jouent en smash et en championne, c'est toujours très compliqué. Mais c'est que globalement les japonaises arrivent plus facilement à s'adapter aux jeux atypiques. Donc si en plus elles ont des softs pour un bon nombre d'entre elles, donc c'est compliqué pour des défenseuses comme des Hashimoto, des Hitomi Sato, Ying Han, ou même si elle est pas du tout défenseuse, une Sabine Winter avec son anti-top. Voilà, sur son parcours, si la hiérarchie est respectée et l'ordre établi également, elle devrait rencontrer Wang Yidi, donc chinoise, entre guillemets, plus facile à battre avec son jeu qu'une japonaise, enfin en tout cas c'est mon avis. Et puis en demi, si elle parvient à battre justement Wang Yidi, elle affronterait Wang Mengyu, face à qui c'est contre Wang Mengyu qu'elle perd à Montpellier. Non, face à Montpellier, c'était Wang Yidi. C'était Wang Yidi, justement. C'était Wang Yidi, donc Wang Yidi qui va jouer en quart. Pareil, on s'en souvient, c'était super serré. En finale, ça joue à rien. Donc moi, j'ai bon espoir que Sabine aille chercher un super résultat, qu'elle aille faire briller l'Europe et peut-être même aller chercher une demi, je te dis, face à Wang Mengyu. Je ne dis pas que je ne serais pas étonné, mais je te dis, j'ai bon espoir. Ouais, c'est vrai que d'une certaine manière pour Sabine Winter, c'est pas le pire tirage qu'elle a eu, et je pense qu'elle a dû être plutôt contente quand même, parce que on va dire quand même que le défi c'est dès le 8e contre Zhu Yuling. Zhu Yuling, encore une fois, joueuse, on sait qui est constante, qui est très forte techniquement, mais c'est différent de jouer Ying Han ou la japonaise Sato à la manière de jouer par exemple de Sabine Winter avec l'anti-top, parce que l'anti-top on peut l'utiliser un peu de toutes les manières. On n'est pas sur des schémas répétés. Elle peut un petit peu l'utiliser différemment. Et déjà, je trouve qu'un premier tour face à Manika Batra, là où je suis un peu d'accord sur le fait que Zhu Yuling va peut-être, on va dire, à mes yeux, peut être un petit peu en difficulté avec Manika Batra,
c'est que déjà, c'est pas la même façon d'utiliser un revêtement de défense, Matt Cavatra. Hein. On est plutôt sur une joueuse à pico long sur la table, donc qui va énormément inverser les effets. À voir pour Zhu Yuling. Et donc, justement, c'est vrai que c'est un parcours pour Sabine Winter, je suis un peu d'accord avec toi. C'est un parcours qui peut amener à perf. Mais encore une fois, faut qu'elle soit au niveau du top 16. Mais c'est un parcours qui peut amener à perf. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Elle n'est pas dans une partie de tableau où elle se retrouve avec une Kwaiman, une Shen King-Tong, etc. Des joueuses ou les japonaises, par exemple, Miwa Harimoto, dès les huitièmes, où on se dit, bon, c'est quand même des joueuses qui sont tellement polyvalentes, tellement fortes, et qui en plus sont pas tant en difficulté que ça face à des profils comme Sabine Winter. Là, c'est pas le cas. Donc, peut-être pas une demi-finale, j'irai pas jusque-là, mais un quart de finale, pourquoi pas. Si elle bat Zhu Yuling, par exemple, moi, je la vois bien en quart. Parce que, quand même, ce qu'elle a montré dans le top 16, c'est une grosse progression dans l'utilisation du anti-top. Je l'ai trouvé encore plus dominante que l'année dernière. En tout cas, c'est la meilleure chance européenne et de très très loin. Donc, à voir. Ouais, mais tu vois, justement, je commence à avoir si on peut le dire comme ça, de plus en plus confiance en elle à l'approche des compétitions, parce que elle fait ses super résultats au championnat d'Europe par équipe avec uniquement des victoires, elle a été invaincue. Après, elle enchaîne avec Montpellier où elle perd en finale seulement contre Wang Yidi. À la belle, on l'a dit, 11-9 et 12-10 sur cette précédente, avec une balle de match, si je ne m'abuse. Ouais, elle a une balle de match, finalement, elle perd la sixième manche, et puis Francfort et Doha. Elle perd au deuxième tour, mais en vrai, elle enchaîne. Moi, je suis pas déçu d'elle parce qu'elle perd 3-2, plutôt 3-1 contre Harimoto, parce que c'était dans l'ordre chronologique 3-1 contre Harimoto, en faisant un bon match. Elle prend 7, 9 et 7 sur les 7 qu'elle perd, mais moi, je trouve qu'elle fait pas une mauvaise partie. Et pareil contre Nagasaki qui était vraiment en forme à ce moment-là au Champions de Doha. Elle perd à la BL, 11-6, c'était un match un peu étrange parce que les 7 n'étaient pas vraiment serrés, mais perdre 3-2 contre cette Nagasaki, c'est loin d'être infamant. Et puis après, elle enchaîne avec le top 16, 4 victoires, seulement un set de perdu contre Maria Chao. D'ailleurs, le 7 sortait pas nulle part parce que Maria Chao fait une bonne compète, mais c'est peut-être la chose la moins forte sur les 4 face à qui elle perd un 7. Mais c'est pour ça, moi, je suis pas encore au stade où je suis plus surpris de Sabine Winter, mais je suis au stade où j'ai confiance en elle à l'approche d'une compétition. Je me dis pas tous les espoirs européens reposent sur elle, il faut qu'elle fasse une super perf. Ça commence de plus en plus à devenir une habitude que Sabine fasse ses perfs. Et c'est tant mieux finalement. C'est tant mieux qu'on s'y habitue. Oui. Complètement. Et puis surtout, les chances européennes, il n'y en a pas des masses. On espère, par exemple, pour Janan, pour Bernadette Soch, c'est aussi, par exemple, à une fille comme Anne Hersey aussi, qu'on va attendre aussi dans le clan européen, du côté des filles aussi. On va commencer ça serait bien qu'on voit des Européens bien figurés et en tout cas se rapprocher un petit peu de l'Asie. Pas contre les matchs contre chinoises, japonaises et autres, mais juste par l'aspect, on est européen, on est dans le continent européen et tout ce qui est plus proche de nous, on a toujours envie que ça perfe et que ça amène une émulation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie que le continent européen soit un continent un peu à part dans le ping et que on gagne par exemple un top 16 à l'image de Sabine Winter, mais on pèse pas sur le circuit mondial. Donc c'est un tournoi qui est aussi dans les défis de voir dans les meilleures joueuses européennes, quelles sont les filles, et donc Sabine Winter est notre meilleure chance, sont capables de faire des grosses perfs et d'aller tutoyer les 15-20 meilleures joueuses du monde qui sont donc côté Asie. Ouais, tu vois, c'est de loin notre meilleure chance parce que quand on regarde finalement à qui on pense européenne, Sabine, Janan, et après Bernadette Sox, et Bernadette Sox, déjà ça fait que 3, et puis Bernadette Sox, c'est 5 défaites consécutives sur le circuit WTT. Oui. C'est défaite en finale au top 16 contre Sabine, 3-0 quand même, sachant qu'une victoire qu'une victoire au finale au top 16, c'est pas non plus aussi prestigieux qu'une victoire en finale en Coupe d'Asie, par exemple. Non, malheureusement. Je vais pas appeler ça une rédemption, loin de là, mais
c'est pas, ça nous montre, enfin, cette finale perdue face à Sabine au top 16, c'est pas non plus quelque chose qui va nous rassurer sur son état de jeu actuel, sur son niveau de jeu actuel. Non, surtout que Sabine Winter a posé tous les problèmes. En fait, ce qui est bien avec des joueuses comme Sabine Winter, et il faut sacraliser cela dans le ping, dans la variation de jeu, c'est que ces joueuses-là, avec des revêtements et des jeux un peu extrêmes, amènent aussi les défauts. C'est pour ça que je dis toujours que chaque match, même contre des joueurs atypiques, donne toujours un petit peu des idées sur les faiblesses éventuelles. Et une joueuse comme Bernadette Soch qui aime beaucoup jouer avec beaucoup de spin, beaucoup de variations, beaucoup de spin, etc. Bah, face à une joueuse qui lui en donne pas et qui après derrière met des patates de forain en coup droit, bah, on voit que Bernadette, elle a pas d'armes face à ces types de joueuses-là, et il y a quand même beaucoup de joueuses dans le clan clan japonais et chinois qui sont des joueuses extraordinaires sur le plan coup droit et qui sont capables de jouer avec pas tant de spin que ça. Donc, bah, d'une certaine manière, aujourd'hui, les meilleures chances européennes, c'est Sabine Inter parce que c'est l'approche la plus radicale. Donc, potentiellement, si elle a son meilleur niveau, l'approche qui peut le plus déranger. Maintenant, encore une fois, on verra ça pour le Singapour ce match. Bon, comme il va peut-être falloir qu'on conclue le podcast pour une fois, on va faire un moins long qu'une heure. Comme on n'est que deux et que c'est seulement une preview entre guillemets, donne-nous peut-être ton favori. Enfin, pour les deux tableaux, et puis après moi je donnerai le mien. Mon favori, je vais pas inventer l'eau froide ou l'eau chaude, hein. Wang Shuqin chez les hommes. Non, je réinvente pas l'eau froide. Son niveau de jeu, il est encore très fort. On avait un petit peu des questions après les finals, les problèmes à la cheville, etc. Il n'était pas là à doigt. Bon, Coupe d'Asie, on a vite compris que c'était encore très très fort. Et je pense que c'est le joueur qui a aujourd'hui sur le circuit le moins de faiblesse, des gros coups forts, un service quand même, et des remises de service. Et je dis toujours que quand tu es capable de miner sur ces champs-là, c'est un énorme avantage. Et chez les filles, là, peut-être qu'il y a une rivalité plus intense entre Sunincha et Wang Manyu. Déjà, rien que le match en Coupe d'Asie qui était absolument incroyable, en tout cas, des séquences que j'ai pu voir. Ça va jouer, je pense, entre ces deux joueuses-là. On espère qu'il y aura des surprises tout de même. Mais moi, mon prono, ça sera quand même Sunincha. Là, pareil, je vais pas prendre de surprise parce que idem m'a rassuré à la Coupe d'Asie. Et puis, bon, c'est quand même une joueuse tellement hors norme, avec tellement pas de faiblesse, qui joue à une vitesse jamais vue. Enfin, je trouve qu'il y a une vitesse de jeu assez incroyable, tout en ayant de la qualité en plus dans les balles qu'elle propose. Bref, pour moi, mes deux favoris, Wang Shuqin et Sunincha. Pareil, hein, au niveau de masculin, il a totalement dissipé nos doutes. Wang Shuqin avec sa Coupe d'Asie qu'il a dominé de la tête et des épaules, je vais pas dire facilement, parce que il faut quand même se colligner Tomokazu Harimoto en finale, mais bon, il a mené d'une main de maître, hein, comme à son habitude. Donc évidemment, on clouchine. Mais par contre, chez les femmes, bouge pas. Wang Manyu. D'accord, très bien. C'est intéressant. Au moins, on attend la finale et on attendra la finale, si ces deux-là s'affronteront en finale, ce qui est fortement probable. Mais bon, on espère qu'il y aura des surprises. Mais bon, on va pas cacher aux auditeurs. C'est quand même, s'il y a une surprise, c'est un tremblement de terre. Hein. À chaque fois que l'une des deux perd sur un tournoi, c'est un tremblement de terre. Donc voilà, chacun, ouais. Wang Manyu, Sunincha. Franchement, je serais très content que Wang Manyu bat Sunincha, parce que on a envie d'un affrontement un peu comme on a connu entre Navratilova et Vert, vraiment de deux filles dans des sports de raquettes qui s'affrontent, qui gagnent, l'une gagne, l'autre perd, puis l'autre gagne. Ça amène une électricité, une rivalité, même si c'est du même pays, même continent, mais bon. On a 1-0 pour l'instant dans les face-à-face cette année. Voilà, on espère un 1 et que la série se suive et que à la fin on ait peut-être la meilleure de l'année. En tout cas, on sait que le tournoi féminin se jouera entre ces deux-là, normalement. Donc, merci Damien pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Si vous êtes encore, présents jusque-là. Encore une fois, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram
et Twitter. On met tous nos résumés de match. On poste tous les résumés de match possibles qu'on voit, pour lesquels on a le temps de le faire, évidemment, parce qu'on n'est pas payé pour cette activité, vous en doutez bien. Évidemment aussi, vous aurez toutes les infos. On a de plus en plus, comme on commence à grandir, et c'est en partie grâce à vous, en partie totalement grâce à vous, même j'ai envie de dire, et un peu grâce à nous et quand même au travail qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de remercier Damien Foucault et Pierrick. Mais en tout cas, on commence à avoir quelques infos exclusives par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a des infos que vous pourrez avoir en premier, parce que vous regardez, vous consultez le compte Instagram ou Twitter de Top sur Top. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Insta et Twitter, Top sur les deux réseaux. N'hésitez pas à partager le podcast, à partager les comptes aussi à vos amis qui aiment regarder du ping, à vos potes de la salle de ping aussi. Et puis n'hésitez pas à noter le podcast ou à nous donner vos avis, vos recommandations, parce que comme je le dis, ça fait pas si longtemps non plus qu'on s'est lancé. On cherche toujours à s'améliorer, et je pense que même d'ici 4-5 ans, quand on sera peut-être établi dans le monde médiatique du ping, je l'espère, on cherchera toujours à progresser. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Et puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine. Je veux pas m'avancer, peut-être en milieu de ce match pour faire un bilan à mi-parcours, si on a le temps. Et sinon, ce sera en fin de ce match pour débriefer la compète. Et puis pour débriefer la compète, et finalement débriefer la compète, mais aussi se projeter sur le Champions de Chongqing qui démarrera dès le 10 mars et qui s'étalera jusqu'au 15 mars. Donc second champion de la saison et le Champions en Chine de cette saison. Voilà, donc merci Damien pour cet épisode, et puis on peut se dire à la prochaine, comme je l'ai dit, d'ici 3-4 jours ou d'ici une semaine pour débriefer le Smash dans son entièreté. Salut à tous. Salut. C'était Top sur Top.